Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Une saga. Cette saga va s'appeler la saga de Monsieur Zana. Alors, je vous cache pas, elle est un peu longue. Et comme Facebook ne me donne pas l'autorisation de dépasser 15 minutes, je vais vous la faire soit en 2 tomes, soit en 3 tomes. Et en face de moi, il y a la caméra, il y a un compteur. Donc au bout de 15 minutes, je vais m'arrêter et je reprendrai plus tard si vous êtes sage. Voilà. Alors toujours pareil, il faut m'aider par des commentaires parce que moi, je sais pas des fois où je vais, si je dépasse ou je dépasse pas les limites, si je vous ennuie, si je vous amuse. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu nous fais plus rire ». Moi, je vous cache pas que je suis sympathique, mais je suis pas un clown. Je vais vous raconter une belle histoire. C'est un devoir de mémoire. Je vais vous raconter le Tunis des années 30. Donc, je répète, ça va s'appeler la saga de Monsieur Zana. Ok, je me lance. Ça se passe dans les années 30. Monsieur Zana est un riche commerçant, la trentaine. Il est importateur exclusif d'une grande marque lyonnaise d'étoffes de luxe, à Soukel Grana. Lui-même, c'est un Grana, ce que l'on appelle un juif d'origine livornaise. Il est très bien de situation. Mais comme les riches se marient toujours avec les riches et les pauvres avec les pauvres, il a épousé en juste noces Rachel, une Touansa, une femme très belle d'une part et d'autre part très riche. Et son père lui a donné une très forte dot. Donc le couple se marie à la grande synagogue. Toute la circulation est arrêtée et ils sont partis pour une vie heureuse et notable. Tout de suite, ils achètent une très grande villa à la place Jeanne d'Arc. Alors la place Jeanne d'Arc, c'est la place, c'est Kikar Medina multiplié par 100. Il n'y a que les riches, il n'y a que des maisons de maîtres, qui sont tout autour. C'est la très haute bourgeoisie qui habite là-bas. Et dans le côté droit de cette place, il y a une très belle église, l'église Saint-Simon. À côté, il y a également la paroisse Saint-Simon. Et tous les dimanches, une légère petite cloche sonne et donne un air de village de France. Alors ce nouveau couple s'installe, ils ont 3 employés. La dame qui fait les chambres s'appelle Ziza. Au sous-sol, il y a Esther qui s'occupe de toutes les cuisines pour inviter le beau monde qui est très souvent dans cette maison. Et Maurice, le chauffeur qui est chargé de faire toutes les commissions. Alors pour vous donner un ordre d'idée, au 2e étage, il y a environ 200-250 mètres carrés avec 5-6 chambres, toutes munies de chauffage central, parce qu'à Tunis, celui qui avait le chauffage central, c'était Maï. Au rez-de-chaussée, une salle de réception. Au sous-sol, c'était les employés qui s'affairaient à faire des cuisines, la laverie, la ceci, la cela. Bref, dehors, un jardin de 700 mètres carrés, pelouse à l'anglaise, une très belle maison. Alors, Monsieur Zana, lui, faisait des allers-retours entre Tunis et Lyon, et il était donc, je vous le disais, importateur exclusif. Celui qui voulait un beau costume, une belle étoffe, bref, il n'y avait que lui qui avait ça, il avait l'exclusivité. Et madame Rachel, elle faisait du shopping, elle allait se faire masser 2 fois par semaine, elle allait
au tennis dans les années 30, c'était incroyable, ça ne se faisait pas. Mais eux, ils étaient précurseurs. Elle allait très souvent chez la couturière, des couturières italiennes renommées. Elle faisait de la peinture, de la danse. Elle montait son cheval à Kassar Saïd, Barabas, bref. Le premier enfant naquit. C'était une fille. Très grande fête. Les mabrouks, les félicitations, etc., etc. Ensuite vint le deuxième enfant. Une autre fille. Idem, belle fête. Ensuite vint un garçon, il s'appelait Richard. Très belle fête, circoncision, le tout Tunis vient assister. Belle fête. Et ensuite vint un quatrième qui s'appelait Jean. Et lui, c'était le vilain petit canard de la maison. Alors, d'abord, quand il est né à l'hôpital Charles-Nicolle, il est mal né. Il avait des tics dans sa tête, il faisait comme ça. Ensuite, il était maigrichon. Ensuite, il toussait. Il était pleurnichard. Il était morveux. Vous savez, en arabe, on dit l'achnana. Il était toujours de mauvaise humeur. Et c'était un fardeau pour ses parents. Il n'arrêtait pas de tomber malade. Alors, ils ont bien été voir le docteur Bédoucha, le docteur des riches. Rien n'y a fait. Ils ont même été voir le docteur Sialom, le docteur des pauvres. Idem, rien n'y a fait. Alors, on leur a conseillé d'aller à l'Ariana respirer de l'air pur, parce qu'il était presque tuberculeux. Il était chétif, il était mal en point, il se plaignait tout le temps. Et pendant que ses deux sœurs aînées et son frère étaient de plus en plus beaux, de plus en plus jovial, de plus en plus attentionnés, de plus en plus sportifs, lui était chétif à la maison. Alors, de temps en temps, il allait à l'église d'à côté, à la paroisse Saint-Simon. Là-bas, il y avait une sœur Odile, qui s'est prise d'affection pour lui. Elle avait bien vu qu'il était rejeté dans cette famille. Alors, elle lui donnait l'affection maternelle dont elle-même était privée. Voilà, c'est l'histoire de cette famille. Un jour, elle est partie voir monsieur Zana. Elle lui a dit, écoutez monsieur, dans les Vosges, en France, il y a de l'air pur. Et il y a également la paroisse Saint-Simon dont nous dépendons. Si vous voulez, je pars en vacances, je l'emmène. Monsieur Ziana et Rachel, trop heureux de se débarrasser de ce mordre, ils ont accepté. Et le gosse, au bout de 2 mois, il est revenu avec des joues rouges, un petit peu en meilleure santé, etc. L'année d'après, sœur Odile, elle a dit, écoutez, très certainement l'air de Tunis ne vous plaît pas, ne lui plaît pas. Et j'ai parlé aux dirigeants de Saint-Simon, ils sont prêts à le garder l'année scolaire. Les parents, ils ont adoré cette proposition. Nous, c'était des snobs et ils étaient tous dans l'apparence et dans la représentation. Et aussi, c'était des juifs de Kippour, c'est-à-dire que chaque année, ils allaient 1 fois par an à Kippour, à la grande synagogue, dans un carré réservé aux grands VIP, et c'était « m'as-tu vu et m'avais vu ». Voilà, il fallait être vu et se faire voir. Et les enchères s'en allaient à plusieurs millions pour les pauvres chétifs de la Hafsia de Tunis. Voilà, c'était style le bal de la rose de Monaco. Alors, M. Zana, lui,
Je vais vous dire à peu près tous les jeudis, ils allaient au casino du Belvédère à Tunis. Tous les dimanches matins, ils allaient à la brasserie Schilling à côté du Belvédère faire leur brunch. Et tout de suite après, Maurice, le chauffeur, il les emmenait direct à Kassar Saïd aux courses. Et là, ils étaient propriétaires de plusieurs chevaux, ils étaient dans le carré des propriétaires et ils assistaient à la victoire de leurs protégés. Avec les félicitations, C'était très très mondain à Tunis, il ne faut pas croire. Hein. Le vendredi, juste après le couscous, ils allaient à la rotonde sous le Colisée. Et de temps en temps, ils allaient chez les nègres, un petit bistrot à la mode. Samedi, madame allait chez le coiffeur. Samedi soir, théâtre municipal de Tunis. Bref, Wahda, une vie de folie. Alors Maurice, lui, il avait 3 marchés. Alors quand c'était urgent, il allait au marché de Lafayette, c'était pas très très loin. Quand il devait acheter les poules, il allait au marché Bahri, parce que là-bas, il y avait un égorgeur de poules. Et pour les grands achats, il allait au marché central. Les beaux poissons, les belles... Bref, les beaux légumes, les beaux fruits. Voilà, c'était un petit peu, grosso modo, la vie de Monsieur Zana à Tunis. Malheureusement, les Allemands débarquèrent. Monsieur Zana, encore une autre fois, a eu de la chance. La commandature allemande a épargné Monsieur Zana. Elle avait trop besoin de ces belles étoffes. Et lui, il a fait de très bonnes affaires avec les Allemands. Salina. Les Américains ont débarqué, rebelote. Monsieur Zana était très recherché pour ses belles étoffes. Et les commandants américains se servaient chez lui pour leurs uniformes. Pareil. La France a repris ses droits en Tunisie. Et là, une page va se tourner. Je vais vous dire pourquoi. Un jeune et brillant avocat, né à Monastir, un musulman, voulait prendre la défense de ses co-religionnaires, de ces Tunisiens musulmans privés de tout. Parce que les Tunisiens étaient autorisés uniquement à labourer la terre. Et lui, Bourguiba, qui a fait des études d'avocat à Paris, s'est aperçu de cette injustice. Et il voulait émanciper son peuple. Alors il faisait des manifestations. Il a créé un parti qui s'appelait le Néo-Destour. Mais là, je dois m'arrêter parce que mon prompteur me dit que je suis à 17 minutes. Alors, dans un second temps, je vous raconte la suite en fonction de vos commentaires, si vous allez bien aimer. Bonsoir. Allez, aujourd'hui c'est jeudi. Je vous avais promis la suite de la saga de Monsieur Zana. Voilà, ça y est. Je me lance. Où c'est qu'on en était la dernière fois? La dernière fois, on était ce jeune Tunisien avocat du nom de Habib Bourguiba
J'ai eu une précision cette semaine. Il avait travaillé chez un certain monsieur Assous en tant que clerc d'avocat. Alors, quand il a eu son diplôme, il commençait à faire le turbulent. Il faisait des manifestations. Il exigeait l'égalité des Tunisiens avec celle des Français. Il y avait beaucoup d'injustice. Et il n'avait pas toujours tort. Alors, le pouvoir français l'a emmené dans une prison en Tunisie. Je crois que c'était à Medjez el-Bab. Ensuite, la rue grondait. On l'a éloigné, on l'a emmené en métropole. Et puis la France a dû se résigner. Elle avait compris que le vent avait tourné. Les émeutes en Algérie, les émeutes au Maroc, c'était un vent de liberté qui sonnait alors. Alors, un certain Mendès France a négocié avec le B, et par un tour de passe-passe, Bourguiba est revenu en 56 à la Goulette, applaudi par des milliers et des milliers de personnes. Mouchi Rabinou, c'est devenu. Et à partir de cet instant, le jeune Habib Bourguiba s'est appelé le combattant suprême. Plus rien ne lui résistait. Il a monté un cheval dont on a toujours la statue et il est rentré tel le libérateur à Tunis. Et réellement, une page était tournée. Quelque temps après, la France s'est retirée à Bizerte. Mais le combattant suprême exigeait la totalité du territoire tunisien libéré. Il a pris des troupes, il les a avancées jusqu'à Bizerte. La France a tout bombardé, a fait des milliers de morts pour finalement se résigner à rendre la base navale de Bizerte, et la Tunisie était tout entière indépendante. Alors vous allez me dire quel rapport avec M. Zana? Oui, parce que M. Zana, qui vendait lui de belles étoffes, dont la vie était plus que notable, Bourguiba avait d'autres chats à fouetter que de donner de l'argent aux importations pour qu'on puisse continuer. Il y avait plus d'argent dans les caisses. Alors il a réduit les importations. Et en réduisant les importations, il a réduit les bénéfices de M. Zana. M. Zana, il avait du stock et il avait beaucoup de connaissances. Il faisait par combine, il faisait rentrer de la marchandise. Les deux enfants de M. Zana continuaient à vivre d'une façon notable, Richard également, et le petit Jean, le vilain petit canard, avait définitivement habité la paroisse Saint-Simon dans les Vosges. Ça y est, on n'entendait plus parler de celui-là, de ce trouble fait. En 1967, Nasser a organisé avec tous les pays arabes, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Arabie Saoudite, une coalition contre l'État juif, contre ces emmerdeurs qui brillaient de leur inventivité, qui brillaient de leur culture. Il a décidé, monsieur, de jeter les Juifs à la mer. Aïd encore une autre fois. Et le 5 juin, une guerre a éclaté. Nasser voulait bloquer le détroit de Tirane. À l'époque, l'ONU n'était pas comme l'ONU de maintenant. Il y avait il s'appelait U-Tent. Il a tenté de calmer le jeu, mais rien n'y a fait. Nasser a fermé le canal de Suez, il voulait absolument une guerre. Et malheureusement pour lui, en 6 jours, il a pris une tréha, lui et tous les pays arabes, mais une tannée de première catégorie. Alors, à Tunis, ils étaient très énervés le 5 juin. Ils ont tout brûlé. Ils nous ont traités d'envahisseurs, de ceci, de cela.
tous les magasins de Tunis, parce qu'à Tunis, il n'y avait que des magasins juifs, ils ont été brûlés, dont le dépôt de M. Zana. Déjà, lui, les importations étaient terminées. Son dépôt brûlé s'en était fait pour M. Zana, Rachel, ses 2 filles, Richard. N'en parlons pas de Jean. Lui, il était à l'abri dans les Vosges. Alors, M. Zana, malgré les petites réparations du combattant suprême, en essayant de réparer les dégâts des magasins des Juifs, il avait bien compris que c'en était fini pour lui. Il avait vu ses ouvriers scander à mort les Juifs. Réellement, ce n'est plus une page qui était tournée, mais c'était 2. Il a pris la poudre d'escampette et M. Zana, il avait lui pris quelques précautions, il avait mis des économies en France et il avait acheté, il avait depuis longtemps en cachette de Rachel, une garçonnière dans le 15e arrondissement, une garçonnière de 80-90 mètres carrés dans le 15e arrondissement. Warda, il faisait ses affaires quand il allait en France. Et il a dit à Rachel, écoute, j'ai un petit quelque chose dans le 15e arrondissement, allez, on prend la poudre d'escampette et on va s'installer en France. Aussitôt dit, aussitôt fait. Toute la famille Zana a abandonné la très belle maison de la place Jeanne d'Arc et s'en est allé. Monsieur Zana était triste. Dès qu'il est arrivé en France, dans le 15e arrondissement, il a bien compris que c'était fini pour lui, toutes les facilités et toute la belle vie. Il a dû être, et avec ça, il était encore mieux logé que les autres. La famille Zana s'est installée dans le 15e arrondissement. Ils ont demandé tout de suite les papiers qu'on leur a tout de suite donnés et ils ont pris la nationalité française en maudissant la nationalité tunisienne, en disant, en criant l'injustice. Mais c'est vrai. Mais d'un autre côté, les choses devaient évoluer. M. Zana ne revint jamais sur ses pas. Il n'a jamais voulu voir sa Tunisie. Il a quitté la Tunisie, mais la Tunisie ne l'a pas quitté. Il pensait toujours à son paradis perdu. Il haïssait ces Tunisiens qui avaient osé troubler sa vie paisible. Alors, les 2 filles de M. Zana et de Rachel ont dû accepter des mariages un petit peu moins brillants, parce qu'à Tunis, elle refusait, rien n'était aussi beau pour elle. Elle refusait tout le monde. Donc, elles ont accepté des mariages très moyens. Et Richard, lui, il n'avait jamais travaillé. Il était bon à rien, mauvais en tout. Voilà. Alors, il glandait les trucs, il vivait avec le passé. Il vivait avec... Bref. C'était triste à voir. Et ces juifs tunisiens devenus français ont beaucoup souffert de ce déplacement. Alors, M. Zana, fatigué, éreinté, contrarié, n'avait plus la même santé. Son cœur commençait à faiblir. Alors, il a été voir à l'hôpital Lariboisière un spécialiste. Le spécialiste lui a dit, mec, votre cœur n'est plus du tout en bonne santé. Il a donné d'autres analyses, d'autres ceci, d'autres cela. Et à un moment donné, le cœur était tellement fatigué que tout le monde lui a conseillé une transplantation. Alors, il y avait un qui était particulièrement au courant de ce genre de choses. Il avait appris
a remplacé des cœurs à faire des greffes chez un certain professeur Barnard, en Afrique du Sud. Et c'était le seul Français capable de pouvoir faire une telle transplantation. Alors M. Zana, il est parti le voir. Il fallait 6 mois de rendez-vous. Bref, il a obtenu un rendez-vous, c'est chez ce grand spécialiste. Ce grand spécialiste l'a reçu dans un cabinet privé, l'a ausculté, et au moment de l'ausculter, M. Zana s'est aperçu d'une chose, c'est que ce grand spécialiste a eu un tic, il faisait comme ça. Il s'est rappelé de son fils. Et là, le prompteur me dit qu'il faut que je m'arrête, car je suis à 15 minutes. La suite de la saga de M. Zana, c'est dans quelques jours. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon Shabbat. Je vais boire un peu de boga. Alors, cette fois-ci, le boga, il est light. Il est light parce que l'autre, le boga shit, Salah al-Mandev, il était très, très, très sucré. Alors voilà, il est light. Myriam, elle est en train de faire du nid qui touche. 4 fois, elle m'a répété. Qu'est-ce que tu penses? Je fais nid qui touche ou je fais couscous maison? Alors, moi, je te dis la vérité. Je sens que je vais bientôt rentrer à Paris voir mon ami Jean-Luc Ada. Allez, Shabbat Shalom, toujours pareil, des commentaires, et à bientôt. Bye. Bonjour. Allez, aujourd'hui, ça va être la suite et la fin de la saga de Monsieur Zana. Alors, je me lance, petit café Bondin. À midi, il y avait nid qui touche. Stall. Allez, je me lance. Alors, où on en était la dernière fois? La dernière fois, on en était que M. Zana se faisait ausculter par le grand cardiologue. Et il s'est aperçu que ce cardiologue-là avait un tic. Comme ça, il bougeait la tête. Alors, c'est pas la peine de faire Adrat Matteo, vous avez compris. Jean, quand il a vu dans son carnet de rendez-vous M. Zana, il a tout de suite deviné que c'était son père. Et M. Zana, tout de suite, il s'est rendu compte que le grand professeur, le grand cardiologue, n'était autre que son fils qu'il avait abandonné à Sœur Odile, à la paroisse Saint-Simon. Ils se sont embrassés, ils se sont serrés très fort, les retrouvailles étaient très émouvantes. Et Jean a tout de suite dit à son père, « Je sais exactement ce que tu as, papa. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais t'opérer et tu vas retrouver ton cœur de tes 20 ans. Tout va aller, ne t'inquiète pas, papa. » Alors il y avait Rachel qui attendait dans la salle d'attente. Monsieur Zana et Jean, son fils retrouvé, ont été voir Rachel. Et Monsieur Zana, il a dit, voilà, c'est ton fils, celui qu'on a abandonné. Il est devenu cardiologue et il va me sauver la vie. Rachel, elle aussi, pleine de regrets, serra très très fort dans ses bras Jean. Alors Jean,
c'était un jeudi. Il a dit, écoutez, il est hors de question. Ce Shabbat, vous êtes à la maison. Alors Jean, qui avait toujours gardé sa religion juive, parce que Sœur Odile ne l'avait pas converti au catholicisme. Au contraire, elle lui a toujours dit que c'était un juif, et même mieux, elle lui a fait faire sa bar mitzvah, sa communion, à Aix, en Provence. Alors Jean, lui qui n'était pas un enfant gâté, comme ses deux sœurs et Richard, qui étaient bon à rien, mauvais en tout, il a fait des études et il a brillé de ses études et c'est devenu un grand cardiologue renommé. Jean s'est marié avec une femme qui s'appelait également Myriam, comme moi. Elle était religieuse. Et la vérité des bons fages, ils habitaient à Nation. Myriam, la femme de Jean, lui a donné 2 enfants qui sont partis s'installer en Israël juste après le bac. Eux aussi, ils en avaient marre de cette ambiance délétère qu'est devenue la France. Ils en avaient marre de cet anti-sionisme et antisémitisme des jeunes de banlieue qui confondaient les juifs français avec... Bon, bref, vous savez, vous connaissez ces histoires qu'on ne peut même pas s'expliquer. Alors ils sont partis s'installer en Israël. Ils ont fait l'armée et ils font des études à l'université du Technion. Alors M. Zana, père, ses 2 filles, Richard, sa femme, sont partis faire un Shabbat plein à Nation. Alors Jean, il avait un grand appartement de 200 mètres carrés. Et tous les Shabbats, il allait prier dans une synagogue. Je crois que c'est à la rue de Chevreul, ou Chevreuil. C'est une synagogue tunisienne. Le président de cette synagogue s'appelle Robert Cohen. Et là-bas, moi-même, j'ai de nombreux amis, dont un qui s'appelle Guy Ayoun. Alors Guy Ayoun, avant, il n'était pas religieux, mais quand son père, Clément, un type très très sympathique également, il est parti chez Akadosh Baruch Hu, il est devenu religieux. Alors, très très mignon ce Guy. Il fait des séoudas et tout ça. Alors, dans cette synagogue, la particularité de cette synagogue, c'est Boutargue, Boucha à gogo. On dirait une équipe, c'est un tripot. Après la prière, ça devient, même moi, qui n'aime pas aller à la synagogue, j'y vais. Tellement c'est sympathique. Il passe un très très bon Shabbat. Et Jean, il dit à son père, tu sais, papa, j'ai une grande maison à Natania, au bord de l'eau. Viens passer les vacances avec nous. Aussitôt dit, aussitôt fait, toute la famille Zana se retrouve réunie à Natania et s'appelait tellement à monsieur Zana père qu'il a vendu sa maison du 15e arrondissement pour acheter un bel appartement pas très loin du Kikar. Alors, monsieur Zana veut rattraper le temps perdu, il veut rester avec ses enfants, ses petits-enfants. Ses 2 filles ont été en Israël, Jean a organisé un petit sidour, elles se sont mariées. Richard a trouvé également chaussures à son pied en Israël. Il s'est casé. Et M. Zana était aux anges.
Alors il allait au Kikar prendre le café. Et quand il voyait des gens comme un certain Charlie Pérez qui adorait aller en Tunisie, lui-même il disait, mais il est fou celui-là. Encore il va dans les pays arabes, encore il va leur donner de l'argent. Mais en fait, M. Zana était jaloux. Il voudrait bien aller en Tunisie, revoir sa terre natale. C'est vrai, il avait quitté la Tunisie, mais la Tunisie ne l'avait jamais quitté. Alors, en reniflant un jasmin, il s'est rappelé de ce bon temps. Quelques mois après, M. Zana a fait son alia et désormais il est devenu citoyen israélien. Voilà. J'ai fini avec la saga de M. Zana. Alors en fait, pour conclure, cette saga m'a permis de raconter l'histoire des Juifs tunisiens, comment ils ont été malmenés. Alors, j'ai fait un petit montage, ne quittez pas, et je vais vous dire. Alors, voilà. On va commencer par l'hymne national tunisien, où tout a commencé pour M. Zana, où il était fier de sa Tunisie. Il allait à Sidi Bou Saïd, il allait dans sa belle maison de la plage Jeanne d'Arc, au théâtre du Tunis, à Kassar Saïd, avant que ce Habib Bourguiba, ce combattant suprême qui a gâché toute la plénitude de M. Zana. Alors, M. Zana, il est parti dans son 15e arrondissement, dans sa garçonnière, et vivre une nouvelle vie, la nouvelle vie de la France, la belle France, celle qui a tout donné aux Juifs tunisiens. La richesse pécuniaire, la richesse intellectuelle, un pays de cocagne. D'ailleurs, on dit heureux comme un juif en France. Moi, personnellement, j'ai trop kiffé cette France. Quand je prenais ma voiture avec ma femme et mes enfants sur l'autoroute du Sud pour aller à Cannes, Juan-les-Pins, la Côte d'Azur, là je voyais la route des vins, la bonne nourriture, les bons fromages. Dommage que tout a été gâché. Dommage, encore une autre fois, que nous avons été obligés de quitter ce beau pays. La Tunisie, la France, des pays qui nous ont construits. Mais il fallait tôt ou tard partir. Alors, voilà. Moi-même, j'ai fait mon alia. Je suis parti au pays des Juifs en disant que j'arrête avec DLC. Je n'achèterai plus de valises. Je suis chez moi, dans mon nouveau pays, dans mon nouveau drapeau. Voilà.
mieux qu'Israël, le pays des Juifs, la belle démocratie, une armée qui va nous défendre. Alors faites comme moi, venez en Israël. C'est là véritablement le pays de Cocagne, le pays des Juifs. Ah, c'est moi qui veux plus s'arrêter. Allez, comment on fait pour l'arrêter, monsieur? Alors, regarde. Allez. Alors, toujours comme ça, j'arriverai, je comprends rien au... Allez, un bon Shabbat. Une bonne fête de Purim. Il y a du travail en Israël. Il y a 5% de chômage. On est vraiment, vraiment bien. Il fait beau. Dans notre pays, dans notre drapeau. Alors, je vous dis, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, mais tout est difficile. Alors, si on doit construire, construisons pas dans un terrain de location, un terrain où nous sommes propriétaires. Oh, ça suffit, ça suffit. Allez, je dois vous laisser faire ma sieste. Allez, bye bye.